Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Léa, bonsoir. Chère Diane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. On y va tout de suite avec les titres. Le combat pour la libération de Maître Amadou Sall, une affaire d'avocats. 60 d'entre eux se sont constitués lors de son audition à la cour d'appel ce matin. Le collectif compte déposer dans les prochaines heures une demande de liberté provisoire. Crise scolaire, la COSIDEP et la Fédération des parents d'élèves outrés par la posture des enseignants dans les négociations. L'indemnité de logement, selon eux, ne doit nullement constituer un blocage pour le système éducatif sénégalais. La baisse des prix des médicaments génériques, une aubaine pour les populations avec des économies estimées à 4 milliards de francs CFA en 2014. C'est le directeur de la pharmacie et du médicament qui l'annonce. Vous l'entendrez dans ce journal. La page des sports avec au menu le choc de la 17e journée entre le leader NGB et son dauphin Djambar. Nous irons au stade d'Amba Diop retrouver notre reporter sur place. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier du lundi qui s'intéresse à l'immigration clandestine, un phénomène revenu à la mode. TFM est allé à la rencontre de deux jeunes qui l'ont tenté. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Maître Amadou Sall face à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Le collectif de la défense compte déposer dans les prochaines heures une demande de liberté provisoire. Officiellement, 60 avocats se sont constitués pour défendre la cause de Maître Amadou Sall. Le collectif compte par ailleurs internationaliser le combat avec l'arrivée prochaine de 200 autres de leurs confrères africains. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. Maître Amadou Sall est entré dans le bureau du président de la chambre d'accusation de Dakar aux environs de 10h20. Face au juge, l'avocat est resté constant dans ses propos. Maître Sall a assumé ses propos. Bien entendu, il a reprécisé sa pensée, mais il a effectivement assumé ses propos. Une première audition dans le fond du dossier. Plus de 50 avocats constitués pour défendre Maître Amadou Sall. Une mobilisation pour prouver l'innocence du responsable libéral. Dans ce contexte, rien ne peut rentrer dans une qualification pénale et les incriminations qui ont été retenues sont des incriminations abusives. C'est un confrère, donc nous tenons donc à le sortir de là. Et c'est la devise de notre barreau, solidarité, entraide. Et Amadou Sall, effectivement, ne fait pas défaut à cet engagement. Outre ce pool déjà constitué, 200 avocats africains vont se joindre à la bataille juridique. Si aujourd'hui nous nous battons, il y a 60 avocats mobilisés pour l'instant au Sénégal. Il y a 200 avocats africains qui déjà se sont signalés. C'est parce que nous estimons qu'il y a une agression contre l'un des nôtres, un avocat. Et que les faits, pour les propos pour lesquels aujourd'hui il est poursuivi, ne devraient et ne pourraient rentrer dans aucune qualification pénale. Maître Amadou Sall a été mis sous mandat de dépôt depuis le 17 mars. Il est accusé d'avoir tenu des propos pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État. Il répond également du délit d'offense au chef de l'État. Et au cours de cette audition, Maître Aliou Cissé, un des avocats de Maître Amadou Sall, a fait savoir que les propos de Maître Sall avaient été dénaturés par des journalistes et qu'à ses yeux, les auteurs de ces écrits et leurs responsables devraient être également entendus dans ce dossier. Une sortie qui n'a pas plu à d'autres avocats, membres du collectif pour la défense de Maître Amadou Sall, Maître Mamadou Moustapha Dien, Maître Ciré Clédorli et Maître Oumisso jugent que ces propos de Maître Aliou Cissé n'engagent que lui. Défendre qui de Maître Amadou Sall. Voilà, Léa, la suite de ce journal. Avec Abdou Diafar al-Sénégali, c'est le nom de ce jeune Sénégalais auteur d'un attentat ce week-end à la frontière entre l'Irak et la Jordanie. Nos reporters sont partis à l'UCAD, au département d'Arabe, afin de comprendre l'engagement de certains jeunes dans ces actes terroristes chartidiennes. Oui, à ces étudiants soutiennent tout simplement que notre jeunesse est à l'abri de ce phénomène avec l'enseignement du soufisme. C'est un reportage signé à Pape Nérifal et Djibi Diallo. Abdou Diafar al-Sénégali, un jeune terroriste sénégalais, auteur de l'attentat de ce week-end à la frontière irako-jordanienne. Nombreux sont les jeunes comme lui qui intègrent le djihadisme, un phénomène difficile à expliquer pour nos interlocuteurs. Ces gens-là, ils ne connaissent pas effectivement l'islam. Ils ont un aperçu vraiment superficiel de l'islam, je dirais. Ils ne se sont pas
investis à la recherche de ce que c'est vraiment l'islam. Il faut d'abord connaître les fondements de l'islam. Il y a les gens qui portent le nom de l'islam pour faire ce qu'ils font, mais en réalité, ils ne savent pas beaucoup de ce qu'ils sont en train de mener. Pour ces étudiants, le soufisme enseigné au Sénégal est une chance pour la jeunesse. Je n'essaie même pas de voir ce que nos grands érudits là nous ont enseigné sur l'islam là. Vraiment ne nous permet pas de faire le djihadisme ou des choses ou bien des trucs atroces comme ça. Les Sénégalais sont dans une dynamique vraiment de paix entre religions, quoi. Et cela, c'est grâce à ce civisme-là dont vous parlez. Bon, c'est un constat, quoi, au Sénégal. Des actes terroristes, un fait quotidien dans le monde, l'État islamique soutient que l'un des kamikazes à l'origine du triple attentat qui a coûté la vie à 4 personnes est le premier Sénégalais identifié dans les rangs de Daesh. Contrôle a priori après délivrance du permis de construire, la solution trouvée par le ministère de l'Habitat, du cadre de vie et du renouveau urbain pour prévenir les effondrements des bâtiments. L'annonce est du ministre Diène Farba en visite de suivi des travaux initiés par son département. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Pape Cheikh Diack et Moudou Diop. Si vous prenez l'exemple du bâtiment qui s'est effondré à Thiaroye, il a été construit en 1999. C'était à la base un bâtiment R+1. En 2014, les propriétaires ont voulu en rajouter 2 étages supplémentaires. Avec l'effet de la brise marine, le bâtiment s'est par la suite fragilisé. C'est quelque chose d'inconcevable et nous allons prendre toutes les mesures pour remédier à ces pratiques. À cet effet, j'ai instruit l'inspection des bâtiments de changer son mode de contrôle. Désormais, c'est un contrôle a priori qui sera instauré. Après délivrance de l'autorisation de construire, il y aura une empilation avec suivi strict pour faire respecter les normes standards de construction. Quant à ce qui s'est passé à la mosquée de Ouakam, c'est purement et simplement un accident. Comme mesure de sanction, nous avons les dossiers en main et nous avons arrêté les chantiers. C'est ce que nous pouvons faire pour le moment. Immigration clandestine, la région de Tamba très touchée donc par cette vague de migrants, Léa, qui tombent dans la Méditerranée. Exactement, alors pourquoi cette recrudescence? Adi Attendian nous explique que ce phénomène serait dû à une volonté des jeunes de vouloir s'accomplir. Aïssatou Païfal et Mohamed Saoudien. Mamadou Seydouba, Ibrahim Abba, tous originaires de Tambacounda. Un même destin, ils ont tous péri dans le dernier naufrage en Méditerranée. Un phénomène de plus en plus inquiétant. De Goudiri à Koutiari, de plus en plus de jeunes tentent l'immigration clandestine. Eux également, donc, ayant perdu toute perspective, ayant perdu tout espoir, n'est-ce pas, donc, de l'école ou même de l'État, finissent par, n'est-ce pas, donc choisir cette voie-là, n'est-ce pas, vraiment, qui est regrettable. Un Eldorado qui suscite tant d'espoir. Tous ces jeunes espèrent un lendemain meilleur. Quand ils se comparent par rapport aux immigrés qui sont de retour, qui ont construit en un laps de temps des maisons et qui font la pluie et le beau temps là-bas, ouais, ça c'est une influence et qui peut les porter, n'est-ce pas, à aller vers l'immigration clandestine, disant que ceux qui sont allés en si peu de temps, ils ont pu réaliser quand même des choses que nous, on ne pourrait pas si on reste là pendant 20 ans. Comment faire alors pour endiguer ce fléau? Il faudrait développer des politiques de sédentarisation, notamment, n'est-ce pas, donc en créant des initiatives, des perspectives économiques, parce que c'est une région qui est pleine de potentiel, qui est pleine de ressources. Maintenant, ce sont ces ressources qu'il faut valoriser et essayer quand même de développer des formations, n'est-ce pas, donc qui prennent en charge l'aspiration des jeunes. Des statistiques effarantes, 22 000 migrants noirs noyés dans le Grand Bleu, beaucoup de Sénégalais naufragés, même si 1187 d'entre eux ont pu rejoindre l'Eldorado. Aïssatou Païfal, merci. Je vous le disais en sommaire, crise scolaire, la COSIDEP et la Fédération des parents d'élèves condamnent la radicalisation des enseignants dans les négociations. Pour ces acteurs de l'enseignement, la question de l'indemnité de logement ne doit pas constituer un frein au blocage du système éducatif. Ils appellent les syndicats, notamment le QSEM, c'est le grand cadre, à lever le mot d'ordre de grève. Maïmouna Ndiaye et Djibi Diallo. 10e plan d'action du QSEM, c'est 6e pour le grand cadre. La question de l'indemnité de logement sur la table de négociation.
La Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal et la COSIDEP sensibilisent. La situation actuelle nous agace trop. Cela, de notre point de vue, est gravement dangereux. Vous le savez, nous sommes presque à moins de 2 mois des évaluations et il y a une catégorie d'élèves qui n'arrivent toujours pas à bénéficier du temps d'apprentissage conséquent qui lui permettent de, en tout cas, mieux se positionner durant ces évaluations. Le Grand Cadre a évalué sa dernière rencontre avec le gouvernement ce week-end. Prochaine concertation ce mardi. Cheikh Mbow est optimiste. Nous osons espérer que les leaders, que ce soit les leaders syndicaux et aussi le gouvernement, qu'ils ont aussi décrypté le message des citoyens. Des enfants qui leur ont dit « nous voulons et devons apprendre », qui ont même fait des manifestations pour cela. Dame Sek, quant à lui, souhaite la levée du mot d'ordre pour apaiser l'école. La suspension du mot d'ordre et continuer les négociations. C'est ce que nous demandons aux enseignants et surtout aux grands cadres. Ces acteurs de l'éducation espèrent ainsi que le CUSEMS et le Grand Cadre seront en phase avec le gouvernement au sortir de leurs prochaines négociations. Maïmouna Ndiaye, le mouvement d'humeur du SUTSAS, le syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale, observe ce mardi une grève de 24 heures. Le SUTSAS exige du gouvernement le respect des accords signés en 2014. Une grève de 24 heures donc. Toutefois, le secrétaire général du syndicat, Mbalo Diatiam, assure que le service minimum et les urgences seront assurés dans les établissements de santé. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Chérif Dia. Demain, nous irons en grève parce que les accords du 17 février 2014 n'ont pas été appliqués. Nous avons adressé au gouvernement une plateforme minimale composée de 9 points sur lesquels on n'a pas eu d'évolution parce qu'on a besoin d'actes. On nous sorte l'arrêté portant sur les heures supplémentaires. Bon, ensuite, maintenant qu'on recrute le personnel bénévole. D'habitude, c'est nous qui ont pris le pari d'organiser le service minimum et les urgences. D'ailleurs, notre intention, ce n'est pas de faire mal aux malades, mais c'est mal de nous faire entendre. Et nous continuons à parler santé avec la baisse du prix des médicaments génériques. C'est une annonce du directeur de la pharmacie et du médicament. Ainsi, 4 milliards de francs CFA ont été économisés pour l'année 2014. Je vous propose de suivre les explications d'Amadou Mokhtar Dié au micro de Fatiguien et Mamadou Diop. Au niveau de du ministère de la Santé, en particulier de la direction de la pharmacie, nous travaillons pour que les prix des médicaments diminuent. Et pour cela, nous faisons surtout la promotion des médicaments génériques. Je dois préciser également que les médicaments génériques, c'est des médicaments de qualité, efficaces et sûrs. Et avec cette politique de médicaments génériques, quand quelqu'un veut commercialiser, par exemple, un médicament générique, on lui dit qu'il faut que votre médicament soit au moins 15%, voire 25% moins cher que le dernier générique qui est enregistré ici. Avec cette procédure, nous sommes arrivés à avoir des diminutions de prix des médicaments. Pour 2014, nous avons fait le point. C'est 4 milliards de francs CFA qui sont économisés par la population. Puis le processus d'enregistrement des médicaments au cœur de la 4e conférence réglementaire africaine organisée par la fondation Bill et Melinda Gates en partenariat avec la Banque mondiale. Objectif donc, harmoniser le processus d'enregistrement des médicaments. Au sortir de cette rencontre, la plateforme continentale destinée à accompagner le renforcement des capacités réglementaires sera également renforcée. Fatidien et Moudou Diop. Un processus d'harmonisation pour des médicaments de qualité. L'industrie pharmaceutique veut relever ce défi. 15 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont donné rendez-vous à Dakar pour leur 4e conférence réglementaire. Avoir tout le monde ensemble pour discuter comment améliorer les processus d'enregistrement des médicaments pour qu'ils puissent arriver au plus vite aux patients. Dans nos différents États, nous avons des directions de pharmacie, mais qui n'ont pas toutes les mêmes capacités pour évaluer les dossiers. La stratégie, c'est d'essayer d'avoir un seul interlocuteur, d'avoir un seul dossier de demande, et une fois que ce dossier est évalué et validé, que les médicaments puissent être commercialisés dans l'ensemble des pays qui adhèrent à cette harmonisation. Cette conférence va contribuer au renforcement de la plateforme du continent. Dakar attend des actions concrètes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des décisions politiques qui disent, par exemple, maintenant, au niveau de l'UMOA,
on enregistre une seule fois, par exemple au niveau de la commission de l'UMOA. Et une fois que c'est enregistré, cette autorisation est valable dans les 8 pays de l'UMOA. Notre stratégie, c'est de tarir les sources d'approvisionnement en faux médicaments. Si on parvient à faire cela, nous pensons que ce problème de médicaments de la rue pourra disparaître. Le Sénégal, premier pays francophone à abriter cette conférence, au sortir de cette rencontre, les participants espèrent capitaliser l'engagement de la CEDEAO dans le programme d'harmonisation des médicaments en Afrique. Fatigué, merci. Direction la Casamance, le service régional de l'élevage en croisade contre la viande de brousse. Dans le sud du pays, des braconniers continuent d'approvisionner des bars et autres commerces clandestins en viande de brousse, et ce, alors que l'alerte Ebola est toujours en vigueur au Sénégal. Écoutons à ce propos Évariste Bassène, chef du service régional de l'élevage, au micro de notre correspondant Boubacar Diassi. On a donc saisi 104 kg de viande de brousse, de phacochère et de biche. Malgré toute l'alerte qui a été donc lancée autour du virus Ebola, les gens au niveau de la commune de Ziguinchor en général, continuent à commercialiser la viande de brousse. Donc vraiment c'est extraordinaire, puisque cette viande-là peut justement être une viande dangereuse pour la consommation. Elle peut permettre la transmission de maladies zoonotiques qui sont responsables d'avortements, de fausses couches et même de problèmes beaucoup plus graves. Parce que c'est la santé de la population. La République souhaiterait que la population du Sénégal soit en bonne santé. C'est pourquoi les services vétérinaires sont là. Donc il faudrait que la population elle-même nous informe, nous appelle, nous informe à chaque fois qu'elle assiste à un abattage clandestin. C'est un abattage d'un animal qu'on réalise comme ça en dehors de l'abattoir. Donc il faut qu'ils nous informent de tout cela. Ensuite, par rapport à la viande de brousse, vraiment, je les exhorte. Direction Kolda à présent, où des chefs religieux de quartier et autres notables ont été capacités afin de mettre un terme aux violences sexuelles. Oui, ces violences sexuelles prennent une ampleur considérable dans cette partie du pays, et ces chefs religieux comptent s'appuyer sur la sensibilisation. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les violences sexuelles qui ne cessent de prendre une ampleur dans la région de Kolda nécessitent l'implication de toutes les couches de la société. C'est pourquoi Handicap International, en partenariat avec l'UNICEF, a mis en contribution les chefs de quartier, les imams et autres notabilités. Donc voilà pourquoi on les a regroupés tous, les sensibiliser, à vraiment nous aider aussi à sensibiliser la population, surtout les imams, à prêcher la population vraiment sur les violences sexuelles faites aux enfants. Pour vraiment susciter la dénonciation au niveau de la population coldoise qui ne cesse pas avec le Djokerendam, le règlement à l'amiable, au détriment de la victime à qui on ne pense pas vraiment quand on fait ces règlements à l'amiable. La protection de l'enfant par la communauté, un aspect salué par les personnes ressources du projet. Quand il y a des idées ou des actes pareils, vraiment, nous, en tant qu'islamologues, en tant qu'imams, en tant que citoyens, nous serions contents pour contribuer d'ailleurs à ce que nous pourrions faire là-dessus. Même s'il n'y a rien, mais logiquement, tout musulman ou tout citoyen doit contribuer pour le développement de l'enfance. La protection et la gestion des enfants par les communautés et par les parents et sauvegarder la bonne marche des enfants, je pense qu'il n'y a rien de tel. Cette énième activité du projet Ensemble contre les violences sexuelles est la dernière que Handicap International a déroulée à Kolda, car le projet tire à sa fin, même si de nombreux acteurs de la protection de l'enfant plaident pour une nouvelle phase. Les sourds et malentendants se sont réunis dans le cadre d'un atelier national sur la sensibilisation au développement de la didactique du langage des signes en faveur des sourds et malentendants. Ils réclament une école spécialisée. C'est un reportage signé Charanta Diop et Saïla Tire. Sont sourds-muets, malentendants, une dizaine d'handicapés réunis à Thiès à la faveur d'un atelier national sur le langage des sourds-muets. Ces derniers se sont offusqués du sort qui leur est réservé après le cycle primaire. En effet, ils déplorent le fait de n'avoir pas une école spécialisée leur permettant de poursuivre leurs études au niveau secondaire. C'est une étude donc, que l'UNESCO, le Grenada UNESCO donc, a conduit sous la responsabilité donc, de Mme Mariam Touré-Thiam. Étude dans laquelle donc, moi j'avais pris part. Et au sortir de cette étude, l'UNESCO nous a donc demandé de mener en tout cas une requête concernant un peu une catégorie d'un certain type d'handicap. Quand on a analysé la situation, on s'est focalisé un peu sur les malentendants et sur les sourds, particulièrement dans le domaine de la communication, comment faire en sorte que le langage des signes soit une problématique
problématique autour de laquelle la Commission nationale donc devait réunir tous les acteurs institutionnels, les collectivités locales, les experts, pour mener donc un diagnostic, en tout cas qui mettra en exergue les points forts et les points faibles donc de ce langage ici aujourd'hui qui pose un problème. Donc c'était ça un peu le processus. Les sourds et malentendants qui évoquent le slogan « Éducation pour tous » de regretter ne pas se sentir dans cette politique. Toutefois, les intéressés qui ont poussé un ouf de soulagement se réjouissent de l'initiative prise par la Commission nationale de l'UNESCO pour les aider afin d'assurer leur inclusion sociale. Cheranta Diop, à Louga, les populations de Santhiaba Sud dans tous leurs états à cause de l'eau provenant des installations de l'ONAS. Depuis maintenant une semaine, ces eaux inondent les maisons. Sur place, les populations craignent l'apparition de maladies et accusent les autorités étatiques de ne pas leur venir en aide. Tchernofal. Depuis une semaine, les populations d'Ndimbe dans le quartier Santhiaba Sud de Louga sont en train de vivre un véritable calvaire. Le problème c'est quoi? C'est le retour de ces je sais pas comment on l'appelle, de ces déchets qui reviennent dans nos maisons et qui nous affectent en odeur. Nous souffrons. Ça, je te le dis, nous souffrons. Avec la présence des moustiques et l'odeur qui empeste les maisons, les populations ont très peur pour leur santé. Tu as vu ce qu'il y a dans nos maisons. Les enfants là sont affectés. Ils peuvent tomber malades. Tout le monde, tous peuvent tomber malades. Ces refoulements ne se limitent pas seulement dans la rue, car même à l'intérieur des maisons, l'eau ressort à partir des toilettes. Donc on ne peut pas utiliser les toilettes. Il y a un refoulement qui se fait au niveau de la rue et à l'intérieur même des ménages. Donc ça veut dire que les toilettes sont inutilisables. Face à toutes ces difficultés rencontrées durant ces derniers jours, les populations ont dénoncé l'attitude des autorités qui, selon elles, sont restées insensibles à leur situation. Donc 8 jours, nous n'avons pas eu vraiment une visite même d'une autorité. Les autorités ne sont même pas venues. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le traitement respectueux du citoyen. Pour cela, on demande aux autorités et aux services concernés de pouvoir réagir de façon correcte pour pouvoir régler définitivement ce problème. En attendant que les autorités de la ville fassent leur travail, les populations continuent de se débrouiller avec les moyens de bord pour sortir de l'ornière, tout en espérant que leur cri de cœur sera entendu. Voilà, c'est parti pour la page des sports avec ce choc de la 17e journée qui opposait tout à l'heure au stade Demba Diop Niaritali, le leader à Djamba. Son dauphin, justement, Pape Faraning est en ligne. Pape Farah, bonsoir. Match nul. Pape Faraning, bonsoir. Bonsoir, Fertigan. Alors, les deux équipes, finalement, se sont quittées sur le score de 0 but partout. Effectivement, un match nul blanc, mais un match de haut niveau, le duel au sommet entre donc NGB et Djambar. On peut dire qu'on a vu une équipe de Djambar très séduisante avec des courtes passes très précises, mais un match aussi très physique avec beaucoup de duels et beaucoup d'occasions vendagées du côté de Djambar. On peut dire que le match était donc devant un public venu nombreux pour supporter les deux équipes. Vous savez que donc Niaritali, leader du championnat, derrière son dauphin Djambar. Donc match nul, 0 but partout. Dans l'autre rencontre, en levée de rideau, il y avait Port Casa Sport, mais à la 7e minute, la lanterne rouge, donc Port a battu Casa Sport du moins par 1-0, but marqué par Eladji Salim Doy à la 7e minute. Le Casa Sport donc a poussé, mais sans pour autant remettre les pendules à l'heure. 1-0, Casa Sport donc actuellement 2 défaites consécutives après sa défaite à domicile. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir. Le stade Demba Diop ce soir, Fertigan. Merci Pape Faraning. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure dans l'émission Sport à la une du lundi soir. Et la Ligue professionnelle Chertidiane qui a récompensé ses meilleurs joueurs de la saison passée. l'AS Pikine et GFC ont reçu des enveloppes de 20 et 15 millions de francs CFA. Le président de la Ligue professionnelle a encore une fois demandé l'aide de l'État pour l'essor du football local. Le ministre des Sports rassure et annonce que les projets du chef de l'État avec la création d'une fondation pour le développement du sport. Pape Faraning et Younous Diatta.
L'ambiance était à son paroxysme au Grand Théâtre. La Ligue professionnelle a fêté ses meilleurs sportifs de la saison passée. Cette 5e édition, parrainée par Louis Lamotte, a vu la banlieue remporter pratiquement tous les trophées, avec l'AS Pikine qui a réalisé un doublé coupe championnat et le Guédiawaye Football Club, la coupe de la Ligue, ont respectivement reçu 20 et 15 millions de nos francs. Une occasion pour la Ligue de rappeler les doléances du foot professionnel. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En charge de par sa volonté, l'ensemble des acteurs, surtout les équipes nationales qui quittent le Sénégal. Et au-delà de ça, il a annoncé la création d'une fondation pour le développement du sport. Je pense que c'est ce qu'il voulait, parce que c'est une vieille doléance du mouvement sportif. Les meilleurs joueurs et buteurs ont été aussi récompensés, de même que le meilleur trio arbitral dirigé par l'international Malin Diédhiou. Le meilleur coach de la Ligue 2 voit en cette consécration une source de motivation. L'équipe nationale locale, je pense que la recherche effrénée par rapport aux objectifs sera toujours de gagner. Une cérémonie très riche en couleurs devant les anciennes gloires et le grand serigne de Dakar. Le 12e Gaïndé, la convention des supporters et les infatigables de Ale Casa ont tenu en haleine toute la salle avec leurs animations. Faraning, merci. À présent, le dossier du jour qui s'intéresse aujourd'hui à l'immigration clandestine. TFM est allé à la rencontre de deux jeunes Sénégalais qui ont connu tous deux une expérience différente de l'immigration. Dossier signé Léa Ndiaye et Djibi Diallo. Thiaroye-sur-Mer, dans la banlieue dakaroise. C'est d'ici que des milliers d'Africains se sont aventurés sur la mer à bord de pirogues. Rejoindre l'Europe pour y faire fortune, c'était le rêve d'Abdoulaye Fall. En 2006, ce père de famille a tenté la dangereuse traversée avec succès. 3 semaines après avoir quitté son pays, le jeune pêcheur réalise que loin de chez lui, ses chances de réussite sont minces. J'ai passé 3 semaines à Las Palmas, aux îles Canaries, avant de revenir à Dakar. Mon seul objectif était de pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. À mon retour, j'ai recommencé à travailler. Ma situation s'est considérablement améliorée. Si à Thiaroye-sur-Mer, on trouve beaucoup d'hommes au parcours similaire à celui d'Abdoulaye Fall, ce n'est pas le cas de Maktar Samb. Ce trentenaire, à l'allure assurée, vit en Espagne où il exerce son métier depuis près de 10 ans. Depuis 2006, je suis en Espagne. À chaque fois que j'ai des vacances, je reviens au pays. C'est ici que j'ai appris le métier. Ce n'est pas l'envie qui manque à Maktar de rentrer définitivement au pays. Mais si aujourd'hui, ce jeune émigré gagne convenablement et légalement sa vie au pays de la corrida, il n'est pas sûr d'avoir cette chance au Sénégal. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais jamais quitté le Sénégal. Mais le retour, je l'envisage sérieusement, quand les moyens seront vraiment là pour pouvoir développer quelque chose. Mais au Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Le Sénégal et la Gambie sont les pays d'Afrique de l'Ouest les plus concernés par l'immigration clandestine. Parmi ces Sénégalais qui émigrent vers l'Europe, des jeunes comme Maktar Samb qui rêvent définitivement de rentrer chez eux, à condition d'y trouver du travail. Merci Léa. Léa, merci. De rien, chère Tidiane. Voilà donc la parole à la permanence à Sébastien Véron. Voilà. Merci beaucoup, chère Tidiane. Et pour rassurer les téléspectateurs, c'était pas Amel Ment à côté de chère Tidiane ce soir. L'invité du 20h ce soir. Si je vous dis journaliste, nœud papillon, RTS, vous pensez à qui? Ouais. Omar Seck. Omar Seck. Ouais. Voilà, justement, dans un instant. Léa, j'ai même pas eu le temps de répondre, Tidiane, quand même. La galanterie. Hein, il est plus rapide que toi. Plus rapide. Omar Seck, l'ancien journaliste et patron, ambassadeur et directeur du COMIAC, est l'invité du 20h. Dans un instant, restez avec nous.